Simon et moi avons travaillé l'informatique. Le restaurant nous a ensuite accueillis, Roland et moi. Puis j'ai réussi à entraîner Roland dehors, j'ai proposé une balade et c'est alors qu'il a évoqué Nogent-sur-Marne. Marc et Delphine aimeraient habiter une maison et nous avons pris cette direction pour nous amuser à essayer de percevoir l'ambiance de la ville. J'ai adoré marcher au bord de l'eau et dans la forêt. J'étais contente d'avoir incité Roland à prendre l'air. Il s'est ensuite endormi, la télévision est restée éteinte, j'ai un peu bricolé. Dimanche, la journée fut assez analogue, mais libre toutefois de pinceaux informatiques. Nous avons déjeuné au restaurant où j'ai subi une cuisante défaite aux échecs. Nous sommes ensuite allés à l'école primaire de la rue d'Aucourt pour remplir notre devoir civique. En fin d'après-midi, nous avons vu Elle de Paul Verhoeven. Note, Elle est un thriller sorti en 2016, adapté d'un roman de Philippe Dzian. Isabelle Huppert y interprète le rôle d'une femme d'affaires, violée dans sa villa par un inconnu masqué. Une relation énigmatique avec son agresseur intervient, ainsi qu'une confrontation avec son passé. Reprise. En fin d'après-midi, nous avons vu Elle de Paul Verhoeven, un metteur en scène néerlandais. Parmi une abondante filmographie, il a réalisé Basic Instinct, qu'on peut qualifier de blockbuster, je suppose. Quand il travaillait aux États-Unis, il a mis en scène d'autres grands succès comparables à celui de Basic Instinct, encore des blockbusters selon la terminologie en usage. Je trouve que ce film avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte manque de profondeur. Il est pourtant adapté d'un roman et j'ai tendance à penser que dans ces conditions, la matière d'origine est en général suffisamment riche et solide pour que le film soit lui aussi dense et convaincant, alors que celui-ci m'est apparu cousu de fil blanc. Cette histoire d'une femme richissime dont toutes les entreprises sont immanquablement couronnées de succès aurait pu être vraisemblable, mais en l'occurrence, dans ce contexte, je n'y croyais pas. Pour compléter le tableau, le film était violent, sexuel, bobo et prétendument intellectuel. J'aime beaucoup Isabelle Huppert. Elle accumule les rôles de femmes froides, qui réussissent brillamment leur vie sociale, c'est le cas dans ce film, et apprend mon ami qu'en dépit de mes propos, plutôt acerbe et passablement nerveux, j'ai regardé jusqu'au bout. Je suis toujours séduite par son jeu d'actrice. Et le film ne s'est pas privé d'utiliser toutes les astuces et accroches destinées à retenir l'attention du spectateur. La mise en scène m'a paru impeccable. Je suis donc restée devant la télévision, avec un plaisir comparable à celui qu'on doit éprouver en biberonnant un sympathique breuvage sucré et flatteur au goût. J'ai consulté les mauvaises critiques sur Allociné, comme à mon habitude, quand mon avis n'atteint pas des sommets d'enthousiasme. Celle-ci mentionne l'ambiance malsaine et perverse du film. C'est assez juste. Roland n'a pas apprécié. Dérèglements et dépravations ne font pas partie de ses spectacles préférés. Isabelle Huppert accepte tant de propositions de films qu'ils ne peuvent être tous d'égale qualité, mais j'avoue qu'il suffit qu'elle figure dans la distribution de l'un d'entre eux pour que j'ai envie de le voir. Et qui plus est, je reste en général devant l'écran jusqu'au dernier plan. Quoique, il y a quelques jours, Roland et moi regardions Back Home. Note, Back Home est un film réalisé en 2015 par Joachim Trier. Reprise. Nous regardions Back Home. Isabelle Huppert y interprète une célèbre photographe décédée qui est l'objet des réflexions de son mari et de ses deux fils. J'ai fini cette fois-ci par abandonner la partie. Les relations au sein de cette famille orpheline d'épouse et de mère, ainsi que le milieu de la jet-set artistique m'ont paru énigmatiques et peu compréhensibles. Ajoute à cela qu'Isabelle Huppert jouait une femme défunte, qui apparaissait lors de flashbacks épisodiques. Il est fort possible que sa présence, pour le coup assez fantomatique, ait contribué à mon abandon. À 20 heures précises, les résultats de l'élection présidentielle étaient annoncés sur toutes les chaînes. Une longue soirée politique débutait pour Roland. Je me suis couchée assez tôt. Je lirai le texte de Loïc. Note. Le mail du 7 mars mentionnait la présence de Loïc Barkas, âgé d'une trentaine d'années,
au Salon du Livre autour de la table ronde organisée par Nine en 2016, et également que celle-ci avait pris connaissance de textes du jeune homme. Dans les années 1990, entre sa 4e et sa 6e année, Loïc avait été proche de Gabriel, qui partageait alors la vie de son père. Reprise. Je lirai le texte de Loïc, qui a l'air intéressant, et qui a dû lui demander beaucoup de travail. L'écriture semble importante dans sa vie. Je lirai avec attention. Merci de ce nouveau lien, Gabriel. Je vais te laisser, mon ami. La fatigue menace, et la tristesse pourrait bien entrer dans la danse. Nous n'avons pas vu Marc ce week-end, mais Simon a passé de longs moments avec lui. Il me donne des nouvelles, ainsi je ne m'inquiète pas. Je t'embrasse. Mardi 2 mai 2017, 10 heures. 8 jours sont passés depuis le dernier mail. Bonjour Gabriel. Simon est à la maison aujourd'hui. Je ne sortirai qu'en fin d'après-midi pour aller à l'atelier. Normalement, je devrais voir Sabine demain si je ne suis pas toutefois de service informatique avec Simon. En ce cas, Sabine et moi organiserons un atelier par téléphone. J'espère que Simon aura cours jeudi et vendredi et qu'ainsi l'informatique disparaîtra de l'horizon des prochains jours. L'enfermement que j'ai vécu la semaine dernière, à cause de cette éternelle informatique, et aussi en raison du long week-end du 1er mai, a renforcé la tristesse qui n'a visiblement aucune intention de me négliger. Elle intervient maintenant, un visage tranquillement découvert. Elle est toujours présente, mais ne m'empêche pas d'agir. Son compagnonnage est donc supportable, et je me demande si elle ne s'apprête pas dans ces conditions à demeurer indéfiniment à mes côtés. Elle disparaît provisoirement quand je suis avec d'autres, mais je ne peux bien évidemment éviter la solitude, qui constitue le cœur même de notre être au monde. Tu m'as dit que tu nous rejoindras, peut-être, ce soir au Pizza Hut. Quant à d'autres futures réunions plus privées, si l'on peut dire, je t'informerai au plus vite si j'organise des rendez-vous au Bon Pêcheur. Je vais t'envoyer les consignes de ce soir et ainsi, même si tu ne viens pas, tu pourras nous écrire l'un de tes textes chatoyants. Note, il a été mentionné, CF mail du 1er mars, que Gabriel participe le plus souvent à distance aux ateliers de Nîmes, sous la forme de textes qualifiés de chatoyants par celle-ci, en raison de leur qualité d'imagination et d'humour, mais également de profondeur. Reprise. Nous écrire l'un de tes textes chatoyants. N'oublie pas que tu présenteras un nouveau livre au prochain Salon de Paris. L'affaire est sérieuse, je veille au grain. Depuis vendredi, j'ai peu de souvenirs de mes journées. La tristesse a tendance à déposer un voile d'oubli sur ma mémoire. L'important est à mes yeux d'avoir réussi à bricoler. J'ai avancé très lentement. J'ai un certain savoir-faire maintenant, persévérant et systématique, qui me garantit que je parviendrai au terme du chapitre. Je ne sais pas en revanche s'il t'intéressera ou si Pete l'appréciera. Mais j'attendrai avec impatience votre avis à tous deux. Vous êtes mes deux lecteurs actifs en ce moment. Vous me soutenez au jour le jour. Tu sais que mes relations avec Pete se limitent désormais à la lecture croisée de nos textes. Je ne suis plus seule le soir lorsque Roland arrive et la tristesse s'estompe. Ces derniers temps, nous n'avons pas regardé de film. Je suppose qu'il s'endormait devant la télévision. La journée de samedi fut classique, c'est-à-dire que Simon et moi, qui n'avions pas eu le courage de réviser l'informatique vendredi, nous y sommes penchés le lendemain, en début d'après-midi. Auparavant, Roland et moi avions déjeuné au restaurant. Plus tard, nous avons regardé sur France 2 le début d'une nouvelle série intitulée 10%, note. 10% est une série française diffusée à partir de 2015. Elle décrit la vie d'une agence artistique d'acteurs. À chaque épisode, une vedette joue son propre rôle avec autodérision. Reprise. Le début d'une nouvelle série, intitulée 10%, notre animatrice de scénario nous avait vanté ses qualités. Le soir, Marc est passé à l'improviste, il s'est invité à dîner. Roland était chez Manou, rappelle. L'appartement de Manou, la mère de Roland, était situé au 3e étage de l'immeuble, boulevard de Tessier, au-dessus de celui de Nine et Roland. Roland était chez Manou et nous sommes tous allés au restaurant. Manou, Delphine et Simon nous ont accompagnés. Ce fut un repas magnifique, animé par de vives conversations.
Je ne te les rapporte pas, ma lettre n'en finirait pas. Mais je suppose que si je devais plus tard décrire nos échanges, les souvenirs me reviendraient spontanément et avec bonheur, tant ma joie fut profonde sur le moment. La table était grande, et j'ai pu parler en tête-à-tête avec Marc. Roland était silencieux. Il ne peut oublier les examens de Simon, mais je le sentais satisfait autant qu'il y pouvait l'être à cet instant. Manu savourait la bonne soirée, Simon bavardait, Delphine papotait. Marc me semble très occupé par son travail, qui paraît l'équilibrer et le satisfaire. Rappel, Marc travaillait depuis décembre 2015 dans les services financiers de ZA Infrastructure, une grande entreprise publique française, CF plus haut, prologue et chapitre 11 de Tempête en montagne. J'étais en forme et, comme à mon habitude en ces circonstances, j'en ai profité pour évoquer nos futures vacances. Le 14 juillet prochain, nous devrions passer, comme l'année dernière, quelques jours à l'hôtel. Note, la famille avait séjourné à l'hôtel de l'Atlantique à Kerbian du 13 au 17 juillet 2016. Reprise. J'espère aussi, comme l'été dernier, pouvoir accueillir les jeunes quelque temps dans la maisonnette désormais bien connue de nous. Note. La famille avait loué en 2015 et 2016 une petite maison de pêcheurs rénovée près du Yacht Club de Kerbian. Reprise. Je m'en réjouis, car sans la perspective de partir avec son frère, Simon pourrait bien s'enraciner par trop longtemps cet été dans sa chambre. Marc en a conscience. Il connaît son influence sur Simon. J'ai la chance de pouvoir attraper Marc et Delphine au vol, tant qu'ils choisissent encore de passer les vacances avec nous. Dimanche, Simon a travaillé le programme de gestion juridique, sociale et fiscale. Il avait raté cette matière l'année dernière et Roland le soutient dans ses révisions. Mais hier, Simon préférait apprendre seul. Roland et moi sommes donc allés après le restaurant du côté de Saint-Mandé, jusqu'au château de Vincennes. Je ne suis pas mécontente de notre promenade, relativement longue assurément. Le soir, le match Nice-PSG a provoqué l'abattement et la colère de Simon. Nice a marqué 4 buts contre un seul pour le PSG. Imagines-tu le scandale? Ce matin, Roland a cherché son pantalon. Et apprends, Gabriel, que cette fois-ci, aucune vague de gigantesque accablement ne m'a submergé. Roland ne s'est pourtant pas privé de partir à l'assaut d'une impressionnante montagne d'énervement. Je n'ai pas perdu le cap. J'ai gardé le contrôle de mon émotion et me voilà, cette fois encore, plutôt fier de ma performance. Chacun ne peut, n'est-ce pas, mon ami, que retenir les motifs de satisfaction dont il dispose. Aujourd'hui, ma priorité sera la séance de 2 heures avec Simon. Je préparerai ensuite les consignes d'écriture, je te les enverrai, puis rejoindrai l'atelier au Pizza Hut du Châtelet. La journée passera vite. Je t'embrasse. Mardi 3 mai 2017, 9 heures. Le lendemain. Bonjour Léna. Rappel. Léna Aldea était l'amie roumaine de Nine qui rencontrait de sévères difficultés matérielles et affectives. Elle lui adressait de nombreuses lettres orales. Reprise. Bonjour Léna, j'ai incité Roland à télétravailler 2 jours par semaine. Il sera donc désormais à la maison, le mercredi et le vendredi. Ma vie va changer. Je ne suis pas rassurée, même si j'ai souhaité cette nouvelle situation. Il faut la vivre maintenant. Je ne sais pas comment va se passer la journée. Tu sais que je m'affole facilement. Si tu m'appelles, je ne pourrai t'écouter que ce soir. Je t'embrasse. Samedi 6 mai 2017, 9 heures. 3 jours sont passés depuis le dernier mail mentionné. Roland est malheureux ce matin, parce que Simon est parti hier soir pour un week-end de 3 jours avec Marc et Arthur. Rappel, Arthur, un ami d'enfance de Marc et Simon, vivait au Brésil. Il était en vacances à Paris, logé chez Marc et Delphine. Reprise. Ils rejoignent un ami commun qui habite Rennes. Marc profite avec enthousiasme de cette escapade en l'absence de Delphine. Il aime sa petite amie, mais il considère comme un droit légitime, pour son équilibre personnel,
la possibilité de s'offrir de temps à autre quelques respirations de célibataire. Delphine semble de son côté plutôt concevoir la vie de couple comme une cohabitation perpétuelle ou encore comme une suite d'occupations ou de divertissements dont Marc devrait tout naturellement prendre l'initiative. Roland est angoissé par l'absence de Simon. Il pense qu'il ne travaille pas assez et tu sais que son caractère ne le porte pas précisément vers un optimisme béat. Je suis consciente que nous serons à l'avenir plus souvent ensemble. J'avance avec détermination vers cette nouvelle vie tout en sachant qu'il devra, en dépit de son tempérament a priori peu entreprenant, découvrir une route personnelle, autre que celle du travail. Ce ne sera pas facile. Par exemple, hier, vendredi, qu'il a passé à la maison, il n'a pas décollé de son ordinateur. Il n'a pas mangé, il n'a pas petit déjeuner. Nous sommes allés dîner lorsque Simon, qui avait travaillé toute la journée dans sa chambre, a quitté la maison aux alentours de 18 heures. J'étais restée quant à moi toute la journée dans l'appartement. Je n'ai pas eu envie de sortir, sachant Roland à la maison. Plus tard, je m'absenterai peut-être davantage quand nous aurons trouvé une vitesse de croisière qui nous conviendra à tous deux. J'ai bricolé autour de mes textes sans grande efficacité. Nous avons ensuite dîné, j'ai animé la conversation, Roland n'a quasiment pas parlé. Nous sommes ensuite allés acheter un tuyau de douche. Mesures-tu, ma chère Gabrielle, l'intérêt de cette information capitale? Nous sommes rentrés, nous avons regardé la fin du film intitulé Le Trou de Jacques Becker. Note: Le Trou, réalisé par Jacques Becker en 1960, met en scène un jeune homme transféré dans une cellule de la santé où ses codétenus préparent une évasion en creusant un tunnel. Reprise. Nous n'avons pas regardé 10%. Cette série, qui exerce sur moi une forte addiction. Si j'introduis le petit doigt dans cette machine à regarder la télévision, je crains fort qu'elle ne m'engloutisse tout entière. Il m'est arrivé de regarder 3 épisodes à la suite. Cette passivité me déplaît et j'éprouve ensuite l'impression d'avoir été dépossédée à mon insu d'une partie de ma vie. J'étais contente hier soir d'avoir réussi à parler à Roland pendant le dîner, même s'il ne sait pour sa part que peu exprimer. J'ai apprécié aussi qu'il ait consenti à regarder Jacques Becker. Il n'a pas commenté le film, mais je sais qu'il aime ce cinéma rude et réaliste. J'ignore à quelle heure il va se lever ce matin. Un nouveau long week-end nous attend. J'espère que Roland ne sera pas trop triste. Je ne peux pas me montrer trop active, voire exubérante avec lui. Je suis à l'écoute, mais je ne vais pas risquer d'être intrusive ou importune. Nous découvrirons ensemble, et pas à pas, la journée qui commence. Je suis assez soucieuse. Il travaille beaucoup en ce moment sur le mémoire de Simon. Tu recevras sans doute bientôt quelques pages issues de mon bricolage. Les doutes ne m'épargnent pas. Je te raconterai les détails de vive voix avant de t'envoyer mon texte. Je t'embrasse. Dimanche 7 mai, matin. Une journée est passée depuis le dernier mail adressé à Gabriel. Bonjour Gabriel. Tu disais que ma voix était triste hier matin. Je suis inquiète parce que ma vie a changé cette semaine. Certaines évolutions ne peuvent intervenir en douceur, telles celles qui affectent le rythme de travail de Roland sur place à la Défense. Il est passé de 5 à 3 jours par semaine. Il a dû solliciter il y a quelques mois maintenant cette nouvelle organisation. Quel qu'eût été le moment choisi, la marche qu'il y avait lieu de franchir, 3 jours, au lieu de 5 sur 7 de présence physique dans son bureau, avait une hauteur définie et l'on ne pouvait s'y hisser que d'un moment à l'autre, sans période de transition. Mais aussi, j'ai été surprise. Je n'avais rien anticipé, même pas la veille du grand jour. Roland est ainsi fait. Il s'est gardé de me dire la date de mise en œuvre, ou bien il ne me l'a pas rappelé dans le cas où il l'aurait éventuellement évoqué dans le passé.
Je l'ai incité à rester davantage à la maison. Il a agi en ce sens, sans se répandre en annonces préalables relatives aux modalités pratiques. Je ne fabule pas, mon ami, quand je souligne sa notable parcimonie verbale, surtout quand il s'agit de parler de lui. Il préfère, quoi qu'il en soit et quel que soit le sujet concerné, se taire plutôt que d'exprimer des propos qui risqueraient d'être secondaires. Cette information n'avait probablement pas, à ses yeux, une grande importance. Nous étions seuls hier, puisque Simon est à Rennes, et je m'apprête à te faire part d'une nouvelle sympathique qui m'a été révélée par son séjour en Bretagne. Je ne t'ai jamais dit que Simon était, d'une part, allergique à la poussière, et d'autre part, très allergique aux poils de chat. S'il passe une nuit dans une chambre qui ne lui est pas habituelle, il souffre, en raison de la poussière, de troubles au niveau du nez, des yeux, de la bouche et des poumons. Il suit en conséquence depuis 2 ans un traitement anti-acarien contraignant et désagréable au quotidien. Les allergies à l'espèce féline sont, quant à elles, a priori incurables. Il semblerait qu'il supporte mieux la poussière depuis quelques mois. Il n'a presque pas été gêné par sa dernière nuit passée à la campagne. Mais son voyage à Rennes m'inquiétait. José, l'ami qui les héberge, a 2 gros matous. Lors de sa dernière visite, Simon avait dû dormir dehors. Imagines-tu ce pauvre garçon, dans la voiture, pendant toute la nuit, et au cœur du mois de décembre qui plus est. Je lui ai demandé des nouvelles ce matin par SMS, pas de problème, m'a-t-il répondu. J'en conclus, mon ami, que le traitement anti-acarien a peut-être également, de façon imprévisible, amélioré sa tolérance aux chats. Ou bien, autre solution, l'amélioration est due aux comprimés préventifs que j'avais heureusement pensé à lui donner avant son départ. Je l'ignore. Mais me voilà rassurée à la pensée que mon garçon, doux, touchant et généreux, à mon avis certes maternel tout à fait personnel, a passé une bonne nuit. Ne t'avais-je pas dit, Gabriel, que les nouvelles étaient bonnes? Autre sujet, tout aussi palpitant. Le choix d'un programme pour nos soirées télé peut se révéler assez complexe. La série 10% n'est pas dans la durée aussi palpitante qu'il m'avait semblé à son début, et je n'apprécie pas d'être happé par surprise devant un épisode, puis un autre, et parfois encore un troisième, seulement sous prétexte que le breuvage télévisuel se laisse aisément et passivement biberonner. Je pratique maintenant avec cette série comme avec Hercule Poirot ou Hitchcock présente. La qualité de l'épisode n'est pas exceptionnelle, mais il est facile à regarder pour commencer la soirée. On arpente pendant un demi-épisode qui dure 15 à 20 minutes, un terrain connu et accueillant. On passe ensuite à une étape plus exigeante en essayant de pénétrer dans l'univers d'un metteur en scène en qui on a confiance, tel que Jacques Becker, par exemple, dont on a regardé l'un des films vendredi dernier. Je pense à un prochain film, Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville. Je l'ai récemment enregistré. Réalisé par ce grand metteur en scène, le film doit être sobre et désespéré, mais également tout aussi certainement intense et profond. Ce sera un bon choix. Je trouve important que nous fréquentions le soir des œuvres, cinématographiques en l'occurrence, qui nous tiennent humainement en éveil, plutôt que d'être piégés par la mécanique bien huilée du divertissement commercial. J'ai beaucoup de chance d'être accompagnée dans la vie par Roland. J'aime son ouverture d'esprit. Lorsque je lui propose de regarder 10%, dont il ne connaissait rien dans un premier temps, il s'y intéresse, sans a priori. Il me suit tout aussi simplement quand je me tourne vers de grands films classiques de Becker, par exemple. Il a apprécié l'autre soir l'histoire de cette tentative d'évasion. Il est vrai qu'il ne brille pas par son désir de parler au restaurant où nous allons justement pour tenter d'entretenir notre lien avec les mots. Mais il m'écoute, avec attention, et il intervient aussi de temps en temps dans la conversation. Je crois, Gabriel, qu'une bonne méthode pour favoriser l'expression verbale de son interlocuteur est probablement de faire l'effort soi-même de dire, de commenter, d'essayer ainsi de circonvenir à la réalité afin d'inciter l'autre à entrer dans la danse.
J'aime sa tolérance et sa souplesse en matière de film et de conversation. Il manifeste ainsi son désir d'être avec moi, je pourrais l'ennuyer. Il pourrait refuser nos sorties au restaurant en sachant que leur objet réel est de parler ensemble. Il pourrait choisir des films de son côté ou me dire mais regarde donc ce qui te plaît. Je ne suis pas obligée de participer. Telle est notre façon concrète de vivre notre amour. D'autres couples doivent à coup sûr emprunter des chemins d'une toute autre nature. Roland s'est levé tard hier, aux alentours de 10 heures. Il a travaillé sur le mémoire de Simon, puis nous sommes allés déjeuner, il a peu parlé. Nous avons joué aux échecs. Il a gagné. J'ai ensuite proposé d'aller marcher, mais il pleuvait. Et Roland voulait passer à Castorama, il cherchait de l'encre pour l'imprimante. J'avais pris soin de prendre ma trottinette avec moi au restaurant. J'avais ainsi anticipé qu'au cas où Roland déclinerait ma proposition de promenade, ce qui advint en effet, je pouvais me rendre au plus vite, à l'aide de mon moyen de transport favori, dans le Franprix voisin en quête de crème fraîche et de capsules de décaféiné. Nous nous sommes donc séparés vers nos magasins respectifs. De retour à la maison, Roland a repris son travail sur le mémoire. J'ai pour ma part appelé des amis qui ont la gentillesse de me prêter leurs oreilles. Rappel, voir le chapitre des tarifs exceptionnels de Tempête en montagne. Nine terminait le retravail de ses textes en les lisant sur répondeur à des amis qu'elle nommait ses oreilles. Reprise. J'ai lu le texte en cours à Caroline Seal, à Raphaël Norroy et à Annette Mahé. Note. Caroline Seal, voir mail du 24 février et du 4 avril. Était une amie d'écriture de Nine depuis 2005, elle ne participait plus à ses ateliers et n'allait que rarement aux réunions du Bon Pêcheur. Elle écrivait chez elle, le roman qu'elle imaginait depuis son adolescence, sans désir manifeste d'être lu. Raphaël Norroy était une amie commune de Nine, Grégoire Meunier, l'ami intime d'études de Nine et de Didier Pise. Annette Mahé, CF le chapitre des tarifs exceptionnels de Tempête en montagne. L'une des oreilles de Nine rencontrait celle-ci dans le quartier du boulevard de Tessier afin de commenter ses textes. Cette rencontre était suivie par un dîner auquel se joignaient les deux époux. Reprise. J'avais pensé venir rapidement à bout de ces derniers ajustements, mais le texte comporte plus de 20 pages en format livre de poche, et je n'en finissais pas. Après 2 heures de lissage et polissage réitéré, je suis allée voir Roland, il s'accordait une pause dans sa réflexion sur le mémoire, il pianotait sur son téléphone, il passe ainsi l'essentiel de ses moments de liberté en surfant sur l'écume de l'actualité politique. Je suis désolée, lui ai-je dit, je n'avais pas prévu que mon bricolage durerait si longtemps. Dis-moi ce que tu préfères, que j'arrête maintenant et que nous regardions un film, ou bien, autre solution, je travaille encore sur mon chapitre, toi sur le mémoire, et le film, dans ces conditions, sera pour plus tard. Roland a choisi de poursuivre son travail sur le mémoire. À 20 heures, il est monté voir Manou. Le week-end sera long, il ne s'est pas attardé, il y retournera probablement avant de reprendre le travail. Nous avons ensuite entamé notre séance cinéma avec la fin d'un épisode de 10%. Laura Smet et Nathalie Baye en étaient les protagonistes, c'était très réussi. Puis on a regardé Falbalas, un autre film de Jacques Becker, plus ancien que le Trou, sorti en 1945. Note, Falbalas, interprété par Micheline Prel, mettait en scène un drame de l'amour-passion dans le milieu de la haute couture. Aujourd'hui, dimanche, sera la 3e journée que nous vivrons en tête-à-tête. Puis viendra lundi, le 8 mai, qui sera férié. Aujourd'hui est un jour d'élection. Et ce soir, Roland vivra à coup sûr des moments passionnés. Je t'embrasse. Mardi 9 mai 2017, midi. 2 jours sont passés depuis le dernier mail mentionné. Roland est au travail. Il sera là demain et retravaillera jeudi. J'ai appelé maman ce matin. Je lui ai longuement parlé des sujets qui m'occupent en ce moment.
de Roland, qui entame sa deuxième semaine de télétravail, de sa retraite, un mot que j'emploie avec réticence, de sa retraite donc, qui sera un jour ou l'autre effective, et des projets de marque concernant la maison de Champs-les-Vignes. Maman a reçu 2012 vacances à Chamonix. J'espère qu'elle ne sera pas contrariée. J'y raconte mes visites auprès d'elle après son opération du genou qu'elle avait subie en début d'année. J'ai supprimé les éléments la concernant qui pourraient lui déplaire, mais j'ai conservé le regard que je porte sur Tizy, la ville où elle habite et où j'ai passé mon enfance, ainsi que sur la banlieue plus lointaine d'Évry-Courcouronnes, où elle avait été hospitalisée. Je la rejoignais en RER et trottinette. Je trouvais tristounet l'environnement de Tizy et d'Évry-Courcouronnes, même si le quartier où elle vit est calme et résidentiel. Par comparaison, Paris m'apparaissait souriant et pimpant. J'espère qu'elle ne sera pas choquée. Mes propos sont, je le crois, assez neutres, mais sa susceptibilité est parfois surprenante. Hier, Simon était à Rennes avec Marc, Arthur et Flavien Marimé, un autre ami commun parti avec eux. Roland s'est penché sur le mémoire. J'ai rangé la chambre de Simon, qui était dans un état de désordre extrêmement avancé. Je suis ensuite passée à celle de Marc, où j'avais créé une situation très comparable. Tifou avait renversé des verres et une forte odeur de chien imprégnait la pièce. À l'heure du déjeuner, Roland était assez nerveux. Puis il s'est détendu. Nous avons fait 2 parties d'échecs au cours desquelles je me suis montrée aussi inspirée qu'un bulldozer en panne d'essence. Il m'a aisément poussée dans une série d'incontournables impasses. Après le restaurant, il a traversé la place de Moncey pour acheter des cigares. Je l'ai accompagné. Une petite promenade serait peut-être ensuite à l'ordre du jour. Il a empoché ses cigares. Je lui ai proposé de marcher avec moi jusqu'à la caisse d'épargne. Je déposerai des chèques sur le compte de Simon et nous pourrions prolonger la balade. Il m'a dit qu'il était occupé, il préférait rentrer. J'ai donc trottiné seule jusqu'à la banque. Le souvenir de mes activités ultérieures à la maison est assez flou. J'ai dû continuer à éclater la partie journal de Nîmes au fil des chapitres de 2012 Vacances à Chamonix. Note. Rappel, Nîmes, CF Mail du 15 avril 2017 avait présenté au dernier salon du livre 2012 Vacances à Chamonix, auto-édité chez Bouquédite. Ce roman avait, comme les précédents, la forme d'un récit à la 3e personne de vacances familiales. Il était exceptionnellement suivi du journal que Nîmes avait tenu pendant cette semaine savoyarde. Reprise. Nino m'avait dit qu'il n'appréciait pas la partie journal de mon livre. Note, rappel. Le mail du 23 février mentionnait qu'après la critique de Nino, Nin avait rencontré des difficultés techniques sur Bouquédite pour alléger d'autant le roman. Reprise. Il n'appréciait pas la partie journal de mon livre. J'avais déjà en février dernier créé une version qui ne comportait plus cette partie. D'autres lecteurs m'ont dit que mon livre gagnerait peut-être en qualité si au lieu de placer le journal au terme du roman, je le scindais et le répartissais chronologiquement à l'intérieur du récit. J'ai en conséquence ces derniers jours fait des découpages au ciseau sur mes exemplaires papier Bouquédite pour insérer les pages du journal aux endroits qui conviennent. Mais la présentation n'était vraiment pas sympathique pour les lecteurs que je souhaitais ensuite solliciter sur cette nouvelle version. J'interviens donc maintenant directement sur le fichier Word. J'enverrai le résultat à Bouquédite. Je commanderai quelques exemplaires dont la forme cette fois-ci sera impeccable. Je les proposerai à des amis et leur demanderai leur avis sur les modifications. J'ai la chance d'avoir tout le temps que je souhaite pour stabiliser mon texte et poster sa forme définitive sur Écrilib. Note, rappel. Le mail du 1er mars mentionnait les caractéristiques respectives des 2 sites d'auto-édition, Bouquédite et Écrilib.
Les services de BookEdit étaient relativement succincts, les livres peu onéreux ne pouvaient être acquis que sur le site de l'auto-éditeur, les délais de fabrication étaient rapides et le texte pouvait être modifié. Les prestations d'écrit libre étaient plus abouties, les livres mis à disposition sur le site en quelques mois, dont la forme était définitive et les prix comparables à ceux du marché, étaient caractérisés par un code ISBN présenté sur le site réputé de lecteurs Babelio et vendu par les plus grandes librairies du net. Mais l'enjeu, au fond, Gabriel, n'est pas très important. La présence d'un journal à l'intérieur de l'un de mes romans est exceptionnelle. Je ne devrais pas, à l'avenir, reproduire cette double approche du récit et du journal. Ma méthode habituelle après des vacances est d'en composer le récit sans autre complément. J'avais, cette fois-ci, spontanément écrit ces quelques pages de journal. Plus tard, j'ai pris le parti de les sauver en les intégrant dans le roman. Est-ce vraiment si essentiel, franchement, de savoir si le journal doit être ou non scindé en plusieurs parties? Je me sens assez stupide maintenant de m'être précipitée en modifiant le texte après avoir pris connaissance des commentaires de Nino. Je suis si peu sûre de moi que toute critique ne peut, à mes yeux, évidemment, n'être que justifiée. J'aurais mieux fait de ne rien changer, puisque dans tous les cas, l'appréciation des uns et des autres sur telle ou telle version du texte n'influencera pas l'avenir. J'ai perdu mon temps. Je n'ai pas été très maligne. Cette affirmation-ci, du moins, n'est pas douteuse. Le soir venu, Roland est allé voir Manou. Sa télévision était en panne, il est redescendu. Nous avons regardé Président, un film de politique fiction avec Albert Dupontel sorti en 2006. Note. Le scénario de Président, réalisé par Lionel Delplanque, reposait sur des disparitions suspectes, des secrets d'État, sur la mise en évidence des convictions plus ou moins sincères des hommes politiques, sur l'inquisition journalistique et l'exaltation des foules. Reprise, un film de politique fiction avec Albert Dupontel sorti en 2006. Je n'ai pas aimé. Le film manquait de subtilité. Que te dire d'autre, mon ami? Que l'ambiance a été douce avec Roland, si j'accepte son énervement à notre arrivée au restaurant. Les serveurs étaient trop lents à son goût, ma conversation semblait l'agacer. Heureusement, je sais désormais rester philosophe. Il me suffit d'attendre. L'atmosphère s'apaise en général. Le bilan est donc plutôt positif après cette première semaine de télétravail de Roland. Je le trouve courageux de pousser chaque jour et avec peine la charrue du mémoire de Simon. Arthur, Simon et Marc sont rentrés de Rennes hier soir aux alentours de 22 heures. Ils étaient enthousiastes, ils se donnaient de joyeuses tapes sur les épaules. Le week-end fut excellent, malgré le temps qui n'a pas été très favorable, mais qui ne les a cependant pas empêchés de marcher dans les rues de Rennes. Sais-tu, Gabriel, que Marc et Simon n'auraient pas d'amis de longue date, qu'ils n'auraient en fait pas d'amis d'enfance, s'ils n'avaient pas chanté dans une chorale catholique quand ils étaient plus jeunes. Roland et moi n'étions pas des catholiques pratiquants quand ils étaient enfants. Marc et Simon ne l'étaient pas davantage. Ils ont participé à cette manécanterie un peu par hasard. Le chef de chœur était passé dans leur école en quête de nouveaux chanteurs. Ni Marc ni Simon ne furent jamais passionnés par le chant. Marc, notamment, était passé maître dans l'art du playback. Sérieux et concentré, il ouvrait grand la bouche pendant les concerts, tout en n'émettant aucun son. Mais tous deux étaient très motivés par les jeux entre garçons. Ce fut réellement merveilleux. Ils ont gagné leurs vrais amis dans les milieux les plus simples. Les services sociaux des mairies de Paris
proposait en effet cette activité gratuite et bien encadrée à quiconque souhaitait occuper ses enfants en dehors de l'école. Ils ne se sont pas liés dans la durée aux jeunes aristocrates catholiques appartenant à de pléthoriques fratries qui étaient assez bien représentés au sein des petits chanteurs franciliens, mais à des garçons tels que Arthur ou José, que Roland et moi qualifions, à part nous, de cancres confirmés. Ils étaient effectivement loin de cheminer sur la voie du succès scolaire, ils sont maintenant de jeunes adultes, ils n'ont pas le brevet des collèges en poche et n'ont pas de métier, ou seulement des activités épisodiques qui n'exigent pas de qualification. Ils se connaissent depuis l'époque du collège, et même depuis l'école primaire en ce qui concerne Simon, qui est plus jeune que Marc. Ces liens me rassuraient. Marc n'avait pas 3 ans quand il m'avait dit à sa façon l'importance de l'amitié à ses yeux. Tu sais comme moi, Gabriel, que les traits fondamentaux d'une personnalité sont dès cet âge pour la majorité d'entre eux acquis pour la vie. Quand je serai grand, m'avait-il dit, je voudrais avoir une collection d'amis. Il venait d'apprendre la signification du mot collection. Il se serait senti seul s'il n'avait fréquenté que ses camarades de classe. L'école Saint-Baptiste de Tessier, où il fut élève, privé et élitiste, accueille des enfants de classiques bourgeois parisiens. Marc avait sympathisé avec certains d'entre eux lorsqu'il était entré en maternelle. Ses amitiés avaient contribué à son bonheur d'enfant, jusqu'à ce que ces garçons, au collège, l'excluent de leur groupe. Comme il arrive parfois à cet âge, ils étaient devenus, sans raison apparente, durs et injustes, sans doute à cause de leurs propres contradictions, que sans doute ils ne comprenaient pas eux-mêmes. J'aime bien croiser les fidèles amis de mes garçons. Ils contribuent à la joie et à la légèreté de leur vie. Ils sont aussi les amis de Simon, même si ce dernier, qui s'épanouit visiblement dans le sillage de son frère, semble peut-être avoir moins besoin de liens en dehors de la famille. Simon est parti en colère ce matin. Il devait être en retard et ne trouvait plus sa carte Navigo. Et oui, mon ami, il lui arrive à lui aussi de temps à autre de manifester quelques mouvements d'humeur, mais aussi rarement me semble-t-il qu'une ondée arrose le sable du désert. Et j'anticipe sa réaction de ce soir quand il rentrera. Il s'excusera gentiment d'avoir été désagréable. Je te révélerai aussi, Gabriel, pour être tout à fait honnête, que j'ai joué ce matin à l'incorrigible commère. Roland offre chaque année un cadeau de Noël rituel à sa mère sous forme d'un abonnement à Paris Match. Elle ne manque pas de me passer les magazines après les avoir lus. J'ai donc survolé quelques articles sur Charlotte, la fille de Caroline de Monaco, et sa nouvelle romance avec le fils de Carole Bouquet. J'ai appris qu'Evelyne Delia, Notre-Dame météo nationale, avait perdu son mari après 50 ans de vie commune. J'ai aperçu dans le Parisien Magazine, Roland complète l'abonnement hebdomadaire offert à Manou par un autre, au Parisien, quotidien celui-ci. J'ai donc aperçu dans le Parisien Magazine un article sur les bobos de la capitale. Cet article, aussi passionnant qu'instructif et que pour rien au monde je n'aurais dû manquer, précisait que ce type emblématique de Parisien de gauche et aisé financièrement était la cible de critiques perpétuelles et pouvait en conséquence devenir la proie de sentiments proches de la dépression. C'est ainsi, mon ami, que le temps file, pris dans les raies d'activités absolument indispensable, comme tu peux voir. J'ai aussi glané quelques informations sur le dernier roman de Tanguy Viel, un auteur dont j'ai déjà lu 1 ou 2 livres. Note, Tanguy Viel est un écrivain français, né en 1973. Il est principalement publié depuis 1998, date de son premier roman, aux éditions de Minuit. Article 353 du Code pénal, sorti en 2017, était sa 8e publication chez ce même éditeur. Reprise. Hier, j'ai demandé à Boris si elle viendrait aujourd'hui au Bon Pêcheur. Elle ne pouvait pas. J'ai tenté ma chance auprès de Diane. Note,
Diane Vatel vivait une reconversion professionnelle et était engagée dans une procédure de divorce. Reprise, elle ne pouvait pas davantage. Elle terminait son mémoire de master et devait ensuite le relier. J'ai bavardé avec elle au téléphone parce qu'elle avait l'air triste. Elle m'a parlé, sans beaucoup de distance m'a-t-il semblé, de ses soucis, d'argent, de patrimoine, du déséquilibre psychologique de son mari. Je l'ai écoutée. Nous nous verrons une autre fois quand elle pourra écrire. Louise était d'accord pour venir. J'ai cependant annulé notre rendez-vous ce matin. Simon prévoit une séance d'informatique à son retour de l'école. Note. Simon préparait le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité-gestion, dans un établissement d'enseignement privé. Reprise. À son retour de l'école aux alentours de 17 heures. J'ai senti que je ne pouvais pas trop m'agiter. Je devais être concentrée pour réussir à aider Simon. Je resterai à la maison. Et ma priorité sera le combat contre la tristesse. J'espère réussir à poster la deuxième version de 2012 Vacances à Chamonix sur le site de Bookedit. Encore une chose, Gabriel. Apprends que j'ai également appelé 5 agences immobilières ce matin. J'hésitais à te le rapporter car je ne sais pas être succincte. Mais je me lance, mon ami. Aucun de mes faits et gestes ne te sera épargné. Je suis réellement très douée pour occuper de vastes espaces épistolaires. J'ai donc téléphoné parce que Roland a mentionné que nous pourrions acheter un pied-à-terre à Querbillan, un appartement probablement, en raison des prix très élevés dans cette jolie station balnéaire huppée et amplement fréquentée par un ouest parisien fortuné, voire snob au dire de certains. Il a en effet remarqué que la maison de maman à Signac séduit visiblement les jeunes de la génération de nos garçons. Maman passe une partie du mois de juillet avec Hector. Note. Hector d'Asté était l'un des 3 enfants de Thérèse, la sœur aînée de Nine. Reprise. Maman passe une partie du mois de juillet avec Hector et sa famille. Elle ne peut par ailleurs pas refuser de prêter ses clés en dehors de l'été, quand elle n'y est pas, à ce même petit-fils, qui s'installe avec femme et enfants, ainsi qu'à son frère ou à sa sœur, qui sont eux aussi chargés de famille, ou encore aux 2 fils jumeaux de ma plus jeune sœur. Tu sais que j'ai parlé à Marc d'éventuelles vacances ensemble en Bretagne en août prochain. Le projet serait de louer notre habituelle maison de pêcheur près de la grande plage. Simon viendrait avec nous. Il risquerait, sans perspective de ce genre, de préférer rester dans sa chambre plutôt que de prévoir des activités un peu plus animées. Non, maman, m'a répondu Marc après quelques jours. On profitera de l'appartement en Espagne. Il sera bientôt vendu. Note. Le père de Roland, décédé en novembre 2015, possédait un petit appartement sur la Costa Brava espagnole. Celui-ci était désormais propriété indivise de Roland, de son frère et de sa sœur. Reprise. Il sera bientôt vendu. On pense y aller 2 semaines avec Delphine et Simon. Tu vois que l'analyse de Roland ne manque pas de pertinence. Nous disposons d'un petit 3 pièces sur la côte catalane et les jeunes choisissent d'y aller. Pour ma part, je préfère l'Atlantique à la Méditerranée, et Querbillan en particulier, que nous connaissons par cœur. Mais je ne suis pas inconsciente, Gabriel. Je suppose que si nous nous décidions pour un investissement en ce lieu très prisé en été, nous le louerions aussi souvent que possible, tout en restant en tant que propriétaire prioritaire pour le choix de nos vacances. Il suffirait de prévoir un ameublement succinct et peu fragile. J'ai le sentiment que je saurais m'acquitter de cette tâche. Nous avons si souvent loué en mains endroits de Querbillan que j'ai repéré nombre d'astuces qui favorisent l'aspect pratique d'un logement habité par des tiers et qui satisfont les locataires tout comme les propriétaires.
Un appartement serait préférable à une maison, le prix serait plus raisonnable et l'entretien moins exigeant. Ni Roland ni moi ne prétendons être d'exceptionnels champions en matière d'intendance domestique. L'idéal serait un appartement en rez-de-jardin. Mais je dois rester réaliste et ne pas oublier que la perfection en ce monde ne se laisse pas aisément saisir. Je suis très motivée. J'ai déjà interrogé plusieurs agences. J'ai hâte de continuer, même je n'appellerai pas demain. Roland sera à la maison et je préfère être seule. Je suis ainsi plus à l'aise pour mener mes investigations. Après-demain, il sera de nouveau à la Défense et je reprendrai mes recherches. Sais-tu, Gabriel, que je n'aurais pas eu l'énergie d'entamer mon enquête si je n'avais pas appelé maman ce matin. Je lui ai parlé de la future retraite de Roland et elle m'a répondu en évoquant celle de mon père. J'ai appris qu'il avait eu le projet d'habiter seulement quelques mois par an à Tizy et le reste de l'année à Signac, au bord de la mer. Je pense qu'il avait envie de s'éloigner de son lieu de travail, qu'il avait fait souffrir en fin de carrière. Il avait créé, puis dirigé, une belle concession automobile. Son propriétaire, qui depuis l'origine lui avait délégué la gestion de l'entreprise, était devenu un ami. Mais à son décès, le garage est revenu à sa maîtresse du moment, qui a remercié mon père du jour au lendemain pour offrir la direction du garage à son nouvel ami. Maman m'a dit qu'elle avait trouvé dur le début de la période d'inactivité de mon père. Il la suivait partout, il lui proposait d'aller à Paris pour voir une exposition ou un film récemment sorti. Elle se sentait débordée, elle n'avait plus le temps de s'occuper de sa maison. Ils ont d'ailleurs fini par la vendre et ont acheté un appartement voisin. Maman aurait été plus libre. Mais mon père n'y a, je crois, même pas dormi une nuit. Il nous a quittés brutalement, frappé par un fulgurant cancer. Tel fut ce matin l'enchaînement des faits. J'ai parlé à maman et elle m'a dit ses difficultés du temps où mon père vivait à la maison. Elle me parlait peu à l'époque. Je venais de me marier, la communication entre nous n'était pas nécessairement facile. Maman s'est en partie dévoilée. J'aime quand elle y consent. Je reviens à mes recherches immobilières. Notre idée d'une future acquisition a enthousiasmé maman. Elle a insisté sur le bonheur qu'elle connaissait au bord de la mer avec mon père. Et c'est ainsi, Gabriel, que j'ai effectivement appelé et discuté longuement avec plusieurs agences du Morbihan. La parole et l'échange me poussent à agir. J'en suis convaincue. À très bientôt, mon ami. Je serai seule aujourd'hui. J'espère ne pas ouvrir la porte à la tristesse. Tu connais mes craintes. L'ensemble des mails archivés par Nine en vue d'un éventuel futur livre s'achevait avec ce dernier texte, daté du 9 mai 2017. Fin du roman.